Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session du 15-40, le live RPS QVT. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement moral, psychologique et sexuel et on va se demander comment les ressources humaines peuvent gérer ces situations. J'ai le plaisir d'accueillir Danielle Gagnon qui est formatrice en ressources humaines au Québec et qui va nous faire un premier exposé d'environ un quart d'heure et elle répondra ensuite à vos questions en direct. Danielle, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez commencer par une petite présentation de vous-même? Oui, bien sûr. Alors, je commence. Danielle Gagnon, conseillère en ressources humaines agréée. Alors, j'ai plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines. J'ai travaillé autant en petite qu'en grande entreprise. Alors, j'ai eu une vaste expérience et j'ai déjà vécu moi-même des situations de harcèlement et j'ai fait des enquêtes à ce niveau-là et j'ai fait une formation offerte par mon ordre professionnel et je suis en processus de certification pour être enquêtrice certifiée en harcèlement. Alors, je connais bien le sujet depuis l'avènement de la loi. Alors, vu que je suis membre d'un ordre professionnel, alors je dois respecter un code de déontologie et je dois suivre plus de 60 heures de formation par période de 3 ans. Alors, fait que je connais bien le sujet et je peux vous en parler longuement. Et je suis ouverte à recevoir vos questions. Si j'ai pas la réponse immédiate, je vous la fournirai dans le chat ou je vous répondrai sans faute. Alors, on va commencer par la définition du harcèlement psychologique. Alors, puis c'est la définition au Québec. Alors, moi, je vis au Québec et c'est Oui. les normes du travail québécoises qui s'appliquent. Alors, c'est pour ça que la définition est comme telle. Alors, le harcèlement psychologique ou sexuel au travail est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne salariée et rendent le milieu de travail néfaste. Alors, pour que ce soit du harcèlement psychologique ou sexuel, il faut que les 5 critères soient rencontrés. Et les 5 critères, alors, c'est vexatoire, répété, hostile ou non désiré, on est rendu à 3, porte atteinte à l'intégrité physique ou psychologique, et 5, rendre le milieu de travail néfaste. Alors, s'il n'y a pas les 5 critères, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça veut juste dire que ça répond pas à la définition du harcèlement, mais il faut intervenir le plus rapidement possible avant que ça devienne une plainte de harcèlement psychologique. Alors, pour compléter la définition, alors on a une seule conduite grave peut constituer du harcèlement si elle a les mêmes conséquences et si elle produit un effet nocif continu sur la personne qui le subit. Alors, l'effet nocif continu est important dans une seule conduite grave. Alors, ça veut dire, par exemple, des menaces de mort ou une humiliation publique. Alors, la personne a l'effet nocif continu, menace de mort, elle a constamment peur, elle se sent plus en sécurité, elle se sent pas à l'aise, elle dort plus, tu sais. Et l'humiliation publique, la personne ne veut plus retourner au travail, elle se sent pas bien, tu sais, ou, tu sais, si elle y est, elle se sent extrêmement mal tout le temps. Alors, tu sais, fait que c'est la notion de une seule conduite grave peut constituer du harcèlement si l'effet nocif est continu. OK? Oui. Alors, oui. Pour compléter la définition, encore une fois, alors, la loi sur les normes inclut le harcèlement discriminatoire qui est fondé sur l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui est une charte québécoise, encore une fois. Alors, on ne peut pas discriminer sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap. Alors, si quelqu'un fait du harcèlement psychologique basé sur l'origine ethnique, par exemple, ben ça pourrait devenir du harcèlement psychologique basé sur la loi. OK? Alors, je vous amène du vocabulaire qui est relié au harcèlement et à une plainte de harcèlement. Alors, pour vous décrire qu'est-ce que c'est une conduite vexatoire, alors c'est une conduite humiliante, offensante ou abusive qui dépasse ce qu'une personne raisonnable estime usuel ou acceptable dans le cadre du travail. Alors, la notion qui est super importante en harcèlement, c'est la notion de personne raisonnable.
parce qu'on connaît tous des personnes qui sont hyper sensibles ou pas du tout sensibles. Alors, quand on évalue si c'est du harcèlement, alors on va se baser sur une personne raisonnable dans la même situation. Est-ce qu'elle se sentirait humiliée, offensée ou trouverait que c'est abusif? Alors ça, c'est ce qui constitue le conduite vexatoire. Conduite unique grave. Alors, c'est une conduite unique d'une gravité exceptionnelle qui sort de l'ordinaire ou anormal et qui ne correspond pas à ce qu'on peut s'attendre dans un milieu de travail. Et les effets nocifs perdurent pour la personne plaignante. Alors, c'est une explication plus détaillée d'une conduite unique et grave. D'autres mots de vocabulaire, alors les allégations, alors c'est les déclarations relativement à des faits dont l'existence reste à prouver. Alors, tu sais, à partir du moment où la personne porte plainte, on peut pas conclure immédiatement que c'est du harcèlement. Tu sais, des fois, il y a des plaintes que les gens connaissent pas bien la définition, ils sont de bonne foi, mais ils croient que c'est du harcèlement, mais ça n'en est pas. Alors, l'allégation, c'est des déclarations qui restent à prouver. Alors, on est en attente de l'enquête. La déclaration, c'est l'affirmation d'une partie, qui est le plaignant ou le mis en cause, ou d'un témoin qui est recueilli par l'enquêteur ou l'employeur. Alors, on écoute ce que les personnes ont à dire à propos des allégations, finalement. La preuve, ça se trouve à être les informations qu'on recueille à partir des déclarations ou des pièces servant à démontrer la prépondérance de preuves et la détermination que l'événement avéré satisfait à la définition du harcèlement. Alors, la preuve, ça peut être très varié. Ça peut être des textos, des messages téléphoniques, ça peut être des courriels, ça peut être un document, il y a différentes façons de le prouver et la preuve, ça peut aussi être un témoignage d'un témoin. Alors, d'une personne qui était présente à l'événement, qui va venir apporter son témoignage. Alors, et dans un cas de harcèlement, on n'est pas en judiciaire, là, tu sais. Alors, c'est la prépondérance de la preuve qui va être suffisante. Alors, on va déterminer, est-ce que c'est plus probable que le plaignant a raison ou c'est plus probable que le mis en cause a raison. Alors, on y va par prépondérance. Qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable qui soit arrivé finalement? Qu'est-ce qui est le plus plausible? Alors, une enquête, en fait, j'en ai fait plusieurs. Alors, c'est une démarche structurée qui vise à obtenir la part des parties et des témoins des informations pertinentes sur les allégations qui permettent de déterminer les faits et de tirer des conclusions pour savoir si c'est une plainte qui est fondée, non fondée ou partiellement fondée. Alors, il peut y avoir certaines allégations qui sont fondées et d'autres qui sont pas fondées. Alors, l'enquête vise à déterminer justement si la plainte est fondée, non fondée ou partiellement fondée et de faire des recommandations pour faire cesser le harcèlement. Alors, un autre mot de vocabulaire, c'est le témoin. Alors, le témoin a une connaissance personnelle d'un fait ou qui est susceptible de pouvoir autrement donner des informations pouvant compléter les versions obtenues. Alors, un témoin, ça doit pas être quelqu'un qui a des oui-dire. Alors, c'est la personne a été personnellement présente lors de l'événement et elle peut témoigner de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu et de ce qui s'est passé. Alors, les oui-dire sont exclus des enquêtes parce que on peut pas juste dire ben quelqu'un m'a dit qu'il est arrivé ça, ben si on n'était pas présent, on peut pas être un témoin. La partie en fait qui se plaint, c'est le plaignant. Alors la partie qui est visée par la plainte, c'est le mis en cause. Alors c'est principalement le vocabulaire qu'on utilise en cas de harcèlement. Alors maintenant, je vais passer aux obligations de l'employeur. Alors l'employeur a l'obligation de fournir un lieu de travail sans harcèlement psychologique ou sexuel. Alors, c'est sa responsabilité. Alors, il est obligé de fournir à ses personnes salariées un milieu exempt de harcèlement psychologique ou sexuel. Il s'agit toutefois d'une obligation de moyens et non de résultats. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais de harcèlement psychologique ou sexuel dans son entreprise, mais ce qu'il doit faire, c'est s'assurer de mettre en place des moyens raisonnables visant à prévenir le harcèlement. Par exemple, ça peut être
On va voir plus loin là, la politique. Alors, mais on voit ce qui est raisonnable de faire. On peut pas non plus donner un fardeau trop lourd aux employeurs. On doit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de façon raisonnable pour que ce soit un climat sain. Et faire cesser le harcèlement dès qu'une situation est portée à sa connaissance. Alors, porter à sa connaissance est très important. Alors, on peut pas faire cesser du harcèlement si on ne sait pas qu'il y a du harcèlement. Alors, c'est la logique, mais ça inclut qu'on doit évidemment faire cesser dès que c'est porté à notre connaissance. Que la personne porte plainte officiellement ou non, dès qu'on a appris qu'il y a une situation qui est malsaine, on doit intervenir, qu'il y ait plainte ou non. Alors, on est dans l'obligation de prendre action. Alors, dans les obligations, l'employeur doit adopter et rendre accessible pour les personnes salariées une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes, qui inclut le volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel. Alors, la loi inclut autant le psychologique que sexuel tout le temps. Alors, et il faut avoir une politique. Le site, la Commission des normes, la CNESST, là, Commission des normes équité salariale et santé sécurité au travail, propose des politiques. Alors, on peut s'en inspirer. Habituellement, c'est assez standard, mais il faut qu'on ait des personnes ressources à l'intérieur de l'organisation pour pouvoir répondre aux plaintes. Et le processus de traitement des plaintes doit être clairement décrit. Alors, il doit y avoir une personne, habituellement, c'est une ou deux personnes là, qui sont disponibles, parce que si la personne le mis en cause et le président, par exemple, c'est la seule personne qui reçoit les plaintes, ben c'est comme si on n'avait pas de processus. Là. Alors, il faut qu'il y ait soit deux personnes, mais en tout temps, la personne qui se sent harcelée dans son milieu de travail peut porter plainte à l'interne via le processus de traitement des plaintes, mais peut aussi porter plainte auprès de la Commission des normes, la CNESST. Là, je vois une question, je viens de la voir, là. Est-ce la même obligation dans la fonction publique? La loi québécoise des normes du travail s'applique à grandeur du territoire du Québec. Là. Alors que ce soit la fonction publique ou non, la loi s'applique. Oui. Ça ici. Alors, bon, j'ai parlé des obligations de l'employeur. J'ai pas mentionné les obligations du salarié, mais le salarié, en fait, il n'est pas sans responsabilité dans ce contexte-là. Alors, il doit respecter la politique de prévention du harcèlement et il doit s'assurer, c'est l'affaire de tous, de contribuer à un milieu de travail sain. OK? Alors, on doit s'assurer d'être respectueux de ses collègues et de contribuer à ce que le milieu de travail soit sain. Et en tant que témoin, on peut aussi porter plainte et dire que le climat est pas bon. On peut dire j'ai été témoin de certaines situations. Alors, de pas hésiter à le faire pour rétablir le climat de travail sain parce que c'est désagréable pour tout le monde. Justement, ça fait le lien aux conséquences. Les conséquences du harcèlement sur les individus, alors, ça a des effets autant sur le plaignant, le mis en cause, les témoins. Alors, les clients peuvent en être témoins aussi, on va le voir plus loin. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet sur les individus? Alors, ça peut provoquer des problèmes de santé physique ou psychologique, de l'anxiété, des difficultés d'adaptation, des dépressions, du stress post-traumatique, le suicide, ça peut aller jusque-là. Alors, les conséquences peuvent être très graves. Alors, ça peut créer de l'alcoolisme, de la toxicomanie, des difficultés professionnelles, ça peut aller jusqu'à la perte d'emploi, des pertes financières, difficultés familiales, conjugales, des absences. La personne qui se sent harcelée sur une base continue peut aller voir son médecin, être en invalidité. Alors, les conséquences sont multiples et graves. Alors, il faut intervenir le plus rapidement possible pour éviter de se rendre jusqu'à une invalidité qui peut être évité parce que le harcèlement, quand il y a la notion de répétition, alors si ça se produit fréquemment, alors il y a de multiples possibilités d'intervenir avant que ça se rende jusqu'à l'invalidité. Alors, les conséquences pour les entreprises sont multiples et graves aussi. Alors, sont souvent niés ou banalisés parce que les gens préfèrent ne pas voir, ils préfèrent nier qu'il se passe quelque chose pour éviter d'intervenir parce que les gestionnaires sont pas toujours à l'aise d'intervenir dans ce cas-là.
Alors, le harcelé n'est pas seul à les subir, le harceleur en souffre aussi, de même que les témoins, les proches. On oublie les proches aussi. Si quelqu'un se fait harceler au travail, alors quand il rentre à la maison, c'est sûr que la personne n'est pas à son meilleur et va vivre du stress, peut avoir de la difficulté à dormir. Alors, ça peut nuire au conjoint. Et ça nuit à l'ensemble de l'organisation. Alors, il peut avoir une perte de productivité, une perte d'intérêt, perte d'engagement, la personne est plus motivée, diminue la qualité du service parce que la personne est distraite, pas concentrée, le risque d'erreur. Alors, les salariés peuvent perdre confiance en leur employeur. Alors, si, par exemple, ils voient que l'employeur tolère du harcèlement, alors ils peuvent dire, ben moi, j'ai plus très envie de travailler là. L'absentéisme, le taux de roulement, la difficulté de recruter, ça peut arriver en cas de harcèlement. Il risque d'avoir plus de vandalisme, de dommages à la propriété, de violences physiques, des coûts légaux. Alors, il y a beaucoup d'impact sur les entreprises, d'où l'importance d'agir rapidement. Alors, je vous mentionnais dans le thème le harcèlement en temps de COVID. Alors, c'est pas parce qu'on est en COVID que il n'y a pas de harcèlement. Au contraire, ça peut augmenter les risques. Alors, je sais pas si vous connaissez le modèle ciné de Sonia Lupien, je vous ai mis la référence. Alors, son modèle qui explique la gestion du stress, elle a étudié pendant plus de 20 ans le stress en milieu de travail. Alors, c'est vraiment une experte dans le domaine. Et son modèle pour expliquer le stress, elle parle de contrôle faible. Par exemple, la COVID, ben c'est on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe au niveau de la COVID. Par exemple, un accident sur la route, on n'a pas de contrôle. L'imprévisible, alors quelque chose d'inattendu arrive. Alors la COVID, c'était inattendu, on s'en attendait pas. Le métro qui tombe en panne, c'est quelque chose d'imprévisible, ça peut augmenter le stress. Quelque chose de nouveau se produit, on doit utiliser un nouvel appareil, par exemple, ça crée du stress parce qu'on ne sait pas comment réagir. L'ego menacé, alors on se met à douter de nos capacités. Alors, si notre chef nous demande de justifier une décision, ça peut causer du stress. Alors, tous ces éléments peuvent augmenter le stress. Et la COVID qui arrive est un élément stresseur important qui stresse tout le monde à la grandeur de la planète. Et en situation de stress, comment réagissent les gestionnaires et les employés? Alors, un gestionnaire, par exemple, qui est habituellement très contrôlant en milieu de travail, en période de pandémie, va avoir tendance à augmenter le niveau de contrôle pour essayer de reprendre contrôle de la situation. Mais si il augmente les contrôles auprès des employés, il risque de créer un inconfort encore plus grand que l'inconfort qu'il créait en étant contrôlant à l'origine. Alors, fait que c'est cette notion que je voulais amener à votre attention. Alors, en période de pandémie, ça se peut qu'il y ait plus de harcèlement psychologique qu'en temps normal parce que les gestionnaires vont vouloir contrôler de façon plus importante les employés. Et les employés qui se sentent de plus en plus surveillés vont être de plus en plus stressés et ça peut causer un malaise important. Alors, c'était ça que je voulais porter à votre attention. Alors, je voulais vous mentionner à titre d'exemple, les blagues de mauvais goût ne sont pas tolérées. Dans le passé, c'était, ça pouvait être fréquent, mais en contexte de harcèlement, faut être prudent. Aucun commentaire discriminatoire n'est toléré. Comme je parlais de la Charte des droits et libertés de la personne, on ne discrimine pas selon le handicap, l'origine technique, selon le sexe. Le fait de donner son consentement ou non n'a rien à voir. C'est le geste qui va être évalué, à savoir s'il est déplacé ou non désiré. Alors, si on n'est pas capable de dire non quand il y a un comportement inacceptable, en fait, ça change rien au fait que ça peut être du harcèlement psychologique. OK? Alors, juste pour s'amuser un peu, alors je vais vous présenter 4 cas et dans le chat, vous pourrez dire si oui ou non vous croyez que c'est du harcèlement et après, je vous donnerai la réponse. Alors, fait que vous êtes prêts à jouer? C'est bon? Alors, le premier exemple, alors je vous ai mis en gras le plus important. Alors, Normand est mécanicien et les collègues s'amusent à l'induire en erreur sur les lieux de son travail. Alors, Normand se présente pas dans les bons locaux au bon moment. Alors, c'était une bonne blague, les collègues s'amusaient. Mais ils ont fini par
par le détruire peu à peu. Il est constamment l'objet de sarcasme, sa réputation de ponctualité et de vigilance au travail et sa crédibilité sont durement touchées. Alors, selon vous, est-ce que c'est du harcèlement, oui ou non? Vous pouvez répondre dans le chat. Alors, les personnes sont en train d'écrire. Oui, oui. Oui. La réponse, c'est oui. Oui, là, c'est oui, ça pop, là, oui. Alors, effectivement, c'est du harcèlement psychologique entre un groupe et une personne. Alors, c'est totalement inacceptable. Alors, il y en a qui disent « Ah, c'est une bonne blague, il n'y a pas le sens de l'humour. C'est pas drôle du tout quand c'est juste eux qui rient. Tu sais, quand c'est une vraie bonne blague, ben tout le monde rit, pas juste ceux qui font la blague. » OK? Alors, deuxième exemple. Alors, on a Mathilde et Xavier sont réceptionnistes. Alors, bon, depuis qu'elle a été promue, a pu le cœur à l'ouvrage, ben en fait, il a été négligent dans l'exécution de ses tâches. Il est arrivé souvent en retard. Mathilde a donc dû rappeler à l'ordre Xavier quelques fois, en vain. Après lui avoir demandé à maintes reprises de s'amender, elle a même dû le sanctionner en le suspendant sans salaire pour une journée. OK? Alors, est-ce que c'est du harcèlement, oui ou non? Parfois, c'est difficile Ah, bon, ben c'est bon. La réponse est non. Mais le perçu par autrui et le ressenti personnel, en fait, c'est sûr que dans le monde des perceptions, parfois c'est difficile, alors il faut s'assurer de communiquer clairement et de s'assurer d'être bien compris. Alors on reformule, il y a plein de techniques là. Alors non, ben bravo. Alors c'est pas du harcèlement, c'est du droit de gérance. Alors l'attribution des tâches, l'évaluation, les sanctions disciplinaires, c'est pas du harcèlement psychologique. Alors l'employeur demeure l'employeur et il a le droit de gérer son personnel. OK? Alors, c'est un exercice légitime du droit de gérance. Troisième exemple, Claire a été nommée responsable d'un projet. Louise n'accepte pas cette nomination et elle ne parle plus du tout à Claire. Est-ce que c'est du harcèlement? Oui ou non? Fait que oui, un manager peut recadrer, c'est son rôle. Suspension de salaire. Alors, il y a deux personnes qui nous disent oui, c'est du harcèlement, là, dans l'exemple 3. Fait que l'exemple 3, c'est du harcèlement. Il y en a qui disent non, les avis sont plus partagés. Oui. Là, suspension de salaire, j'ai pas compris, tu sais, c'est quoi le commentaire, là? Le commentaire pour la suspension de salaire, c'est Attendez, que, ici, je sais pas, il y avait suspension de salaire, peut-être que c'est perçu comme quelque chose les mesures disciplinaires. Alors, s'il y a mesure disciplinaire, tu sais, ça peut aller jusqu'à la suspension. Et suspension, quand c'est pour droit de gérance, alors il peut avoir une suspension exactement. Alors, pour l'exemple 3, non. Et en fait, c'est un conflit de travail, OK? Mais c'est pas du harcèlement psychologique, mais c'est là où c'était partagé, c'est que la situation risque de dégénérer en harcèlement psychologique si rien n'est fait pour régler le conflit. Alors, il faut vraiment pas prendre à la légère les conflits. Alors, il faut intervenir rapidement avant que ça devienne du harcèlement psychologique. OK? Alors là, j'ai une question de qui envers qui. En fait, Claire a été nommée responsable. Louise n'accepte pas. Et c'est Claire, Louise ne parle plus du tout à Claire. Alors, dans ce cas-là, il faudrait investiguer davantage. Là, c'est un cas théorique. Mais qui harcèle qui quand les deux ne se parlent pas? Ça peut être à débattre. Là, il faut faire enquête quand on est en situation de harcèlement. Parce que des fois, c'est le plaignant qui est le harceleur. Alors, il faut faire très attention. OK? En fait, c'est le fait de Louise ne parle plus à Claire. Alors, c'est elle qui porte le geste, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut creuser un peu plus en détail. Là, le fait d'ignorer quelqu'un peut constituer du harcèlement. Là, je vous ai pas nommé tout ce qui est inclus dans la présentation offerte par les normes, mais ignorer quelqu'un sur une base continue, sur une base répétée ou l'empêcher de s'exprimer, quand c'est répété, ça peut constituer du harcèlement. Alors, il faut faire attention. Puis oui, ça peut nuire à la prestation de travail parce que s'ils se parlent plus puis ils ont besoin de collaborer, ça devient non fonctionnel. Là, t'sais. Alors, il faut intervenir rapidement pour que les opérations puissent continuer. Et c'est ça.
Alors, ça va jusque-là. Si le groupe l'isole, oui, mais si une personne l'isole et que c'est son patron ou c'est une collègue, ça peut à un moment donné devenir lourd. Alors, tu sais, il faut intervenir rapidement. Si on voit que les gens se parlent plus, il y a un symptôme, il faut essayer de régler la situation, quitte à faire de la médiation ou de l'intervention, de la gestion de conflits. Alors, on peut, tu sais, ce que j'ai déjà fait à un moment donné, c'est que il y avait un conflit. Alors, j'ai rencontré les deux personnes individuellement, puis ensuite, j'ai fait une rencontre à trois, puis on a réussi à régler le conflit comme ça. Des fois, c'est juste, on parlait de perception tout à l'heure, des fois, les personnes sont de bonne foi, elles se comprennent pas bien, elles ont mal interprété, et puis, ça dégénère en conflit. Alors, des fois, juste une saine communication, ça peut rétablir la situation rapidement et ramener l'harmonie dans le milieu de travail, là, tu sais. Exactement. Alors, dans cet exemple, il faut être très vigilant pour que ça ne dégénère pas en harcèlement. Alors, merci de renchérir. Alors, l'exemple 4. Alors, bon, Mathieu n'a pas d'expérience en gestion, il accepte la promotion, il se met à douter de ses compétences, alors il se met à avoir des maux de tête, l'insomnie, l'angoisse. Son directeur le rencontre régulièrement pour faire le point et lui offrir de l'aide s'il en a besoin. Est-ce que c'est du harcèlement, oui ou non? Alors, j'attends vos réponses. Non, non. Non, non, les réponses, c'est non, non. Non. Puis non, en lettres majuscules, là, c'est non. Oui. Très fort. Fait que, alors effectivement, non, ce n'est pas du harcèlement. Alors, en fait, il n'y a rien de menaçant et d'humiliant dans les interventions du gestionnaire qui veut aider son employé. Mathieu les apprécie pas, mais c'est pas un cas de harcèlement. OK? Alors, tu sais, dans ce cas-là, il faut faire une intervention de gestion et, tu sais, voir si la personne n'est pas à l'aise dans son expérience de gestion. Est-ce qu'elle a besoin de formation? Est-ce qu'elle souhaite retourner à son ancien poste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu sais, là, il y a lieu de questionner, tu sais, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir et s'assurer de rétablir la situation pour que la personne ait un milieu de travail sain où elle se sent à l'aise d'aller travailler et d'avoir du plaisir. Parce que le but, tu sais, on souhaite avoir du plaisir au travail, là, tu sais. C'est ça. Le patron, effectivement, doit se montrer patient et pédagogue. Alors, bien expliquer ce qu'on s'attend de lui et l'accompagner dans sa démarche pour qu'il devienne un gestionnaire compétent et qui ait du plaisir à le faire. Si c'est pas le cas, ben on regarde c'est quoi les alternatives, là, tu sais. Un risque psychosocial quand même. Alors, oui, il y a un risque, tu sais, parce que si on n'intervient pas, ben en fait, tu sais, ça peut dégénérer. Et puis quand ça dégénère, ben, on ne sait pas comment. Tu sais, s'il est tellement mal dans son poste qu'il se met à crier après tout le monde, oui, ça peut dégénérer à un moment donné en harcèlement. Alors, c'est important d'intervenir, d'être proactif et de pas dire c'est pas mon problème, puis dire j'ai bien d'autres chats à fouetter, puis tu sais. Alors, j'entends toutes sortes de commentaires des gestionnaires. Des fois, ben moi, c'est pas une garderie, j'ai pas à m'occuper de tout ça. Mais oui, il faut s'occuper des employés, faut leur offrir un milieu de travail sain et les accompagner dans les changements, comme les changements de rôle. Alors, maintenant, je t'ai rendu au processus de plainte. Alors, si vous voulez porter plainte pour harcèlement psychologique, alors vous devez fournir vos coordonnées à l'employeur, la date de votre début d'emploi, une copie de votre contrat de travail et votre version des faits. C'est ça qui est super important. Alors, donner, c'est quoi votre version des faits et c'est quoi vos allégations, justement. Alors, exposer le nombre de pages peut varier selon ce que vous avez à dire, justement. Alors, des faits le plus objectifs possible et des fois, c'est plutôt vague. Alors, il faut vraiment être le plus précis possible. Pas juste dire qu'il a levé la main. Alors, expliquer, c'est quoi le geste. Assurer que c'est très clair et compréhensible. OK? Alors, on peut ajouter toute preuve nécessaire. Alors, des courriels, des preuves pertinentes, des textos, tout ce qui peut venir appuyer vos allégations. Le bulletin de paye pour identifier l'employeur, un organigramme, votre collaboration est essentielle pendant le traitement de la plainte et appuyer, bon là je vois pas le bas de la diapo là avec,
OK, comme ça, parfait. Là, je le vois. Appuyer ce que vous avancez par des faits vérifiables, être le plus concret possible et collaborer avec la CNESST, la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail. Alors, tout au long du processus. Alors, ça, c'est une plainte à la Commission des normes. Vous pouvez porter plainte à l'interne. C'est sensiblement la même chose. Alors, c'est juste, tu sais, vous suivez ce qui est indiqué dans la politique de l'employeur. Alors, vous remettez votre plainte à la personne qui est désignée pour les recevoir et vous devez décrire les faits avec des preuves et décrire ce que vous avez besoin. Alors, le cheminement de la plainte, là, je vois que le temps file. Le cheminement de la plainte, alors, tu sais, je vous l'ai mis ici. Alors, il faut commencer par le déposer, l'analyse préliminaire, la médiation, l'enquête et la préparation à l'audience et l'audience devant le tribunal administratif du travail. Alors, c'est le processus qui va avoir lieu si vous portez plainte à la CNESST. Alors, la médiation, je l'ai mentionné parce que c'est super important. Alors, maintenant, la Commission des normes l'offre à toutes les personnes pour essayer de trouver ensemble une solution satisfaisante aux litiges qui les opposent. Alors, c'est libre et volontaire. Alors, on est libre d'accepter ou refuser d'y participer. Alors, et en fait, il y a un médiateur qui est nommé par la Commission des normes qui va vous accompagner pour trouver une solution. Vous pouvez être accompagné par une personne de votre choix pour le processus si vous êtes si vous sentez pas sécure d'y aller seul. OK? Alors, c'est le processus de médiation qui peut permettre de régler beaucoup plus rapidement et à la satisfaction des parties. OK? Alors, je suis maintenant prête à recevoir vos questions. Merci. Alors, je sais pas si j'ai respecté les délais, là, c'est bon? Oui. C'est bon? Voilà, on avance. Parfait. Il y avait une petite pensée, là, tu sais. Alors, j'ai mis Marie-France Hirogoyen parce que c'est une spécialiste dans le domaine. Elle a écrit des livres que je m'apprête à lire, là. Et sa pensée, c'est dans la vie, il y a des rencontres stimulantes qui nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a aussi des rencontres qui nous minent et qui peuvent finir par nous briser. Alors, je trouvais ça pertinent en contexte de présentation sur le harcèlement. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation très, très large, avec les exemples qui étaient intéressants parce que ça permet de se poser la question et puis de réfléchir à cette problématique-là. Alors, il y a pas mal de questions déjà qui sont arrivées. Ah oui? Oui, dans la rubrique questions. Donc, il y avait est-ce qu'on peut revenir sur quelques exemples? Par exemple, il y avait Jean-Noël qui demandait c'est quoi la condition sociale? C'est au tout début de votre présentation. Vous parliez de conditions sociales. Est-ce que vous... la condition sociale dans la Charte des droits et libertés de la personne. OK. Mais la condition sociale, c'est si, par exemple, tu sais, quelqu'un n'a pas de travail, OK, tu sais, qui reçoit des prestations d'assistance sociale. Alors, on peut pas discriminer une personne parce qu'elle n'a pas de travail par rapport à l'autre qui a un travail. Alors, c'est une discrimination qui est interdite. D'accord. Okay? Et puis l'autre question, c'était sur la blague de... Ben juste pour préciser, je m'excuse, tu sais, la condition sociale, c'est aussi pas juste au niveau du travail. Alors si par exemple, moi je conduis une Toyota et que Sébastien conduit une Audi ou une BMW, alors on peut pas non plus discriminer tu sais, de cette façon-là. Puis si j'accepte un emploi et que en fait j'ai pas de voiture, mais on peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il n'y a pas de voiture pour occuper un poste sur la route. On peut pas. On peut pas discriminer parce que mais il faut que la personne ait un permis de conduire quand même. Oui, ça, c'est logique, là. Mais on peut pas discriminer parce que la personne, une fois embauchée sur un poste permanent, pourrait avoir les moyens d'acheter une voiture. Alors, au niveau de la condition sociale, on peut pas discriminer de cette façon-là. OK? Je voulais juste un complément. Non, c'est intéressant, oui. Il y a une question qui demande, est-ce qu'il y a une notion de répétition comme facteur aggravant ou une seule fois suffit pour qu'il y ait harcèlement? Il y a, tu sais, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, la notion de répétition dans du harcèlement, par exemple, d'ignorer quelqu'un à répétition. Alors, ignorer quelqu'un une fois, c'est pas du harcèlement. Ignorer quelqu'un à répétition pendant 6 mois, là, ça peut devenir du harcèlement.
OK? Alors, la répétition est importante, mais il peut avoir l'acte unique et grave, OK? Oui, voilà. Qui peut être une seule fois. Alors, comme la menace de mort, par exemple, vous disiez tout à l'heure. Exactement. Alors, la menace de mort, c'est une fois, c'est grave, et l'effet nocif est continu. Alors, c'est ça la distinction. Alors, le harcèlement, il y a la notion de répétition obligatoire, mais conduite unique et grave, c'est une seule fois, mais c'est ça. C'est bon? Alors, j'ai besoin d'un complément d'information sur ça, parce qu'en France, dans le cadre du harcèlement sexuel, une seule fois suffit pour que ça soit du harcèlement sexuel. Ben, c'est si l'effet nocif est continu. Si ça devient unique et grave. OK? D'accord, OK. Donc, c'est une différence avec la France et le Québec, ça. Oui. Mais, tu sais, ben là, j'ai enlevé des exemples. J'en avais une douzaine d'exemples, mais il y en avait un exemple, je vais vous le citer, là, tu sais, c'était un party de Noël, par exemple. Alors, tu sais, bon, ils font des blagues, c'est un échange de cadeaux à connotation érotique, tu sais. Puis il y a eu des menottes et tu sais, ils ont menotté une jeune femme et tu sais, il en a profité pour mettre des glaçons dans son soutien-gorge, tu sais, ce qui est complètement déplacé. Ben ça, c'est une conduite unique et grave, OK? La personne se sent mal à l'aise, c'était son patron, elle veut plus retourner travailler. Oui, c'est harcèlement sexuel, conduite unique et grave, c'est du harcèlement. Il y a Sophie qui vous demande, en période de Covid-19, là, si l'employeur ou le N+1 convoque l'employé aux réunions d'équipe mais ne lui parle pas, prend de la distance, est-ce qu'il y a du harcèlement psychologique là qui peut être présent? Ben, si la notion qui répond pas à ces questions de façon répétée et qu'il l'ignore, oui, ça peut devenir du harcèlement si c'est de façon répétitive, là. En filigrane, dans cette question, il y a la question suivante. Est-ce que la période de Covid, avec la distanciation sociale, est-ce que c'est quelque chose qui peut amener une certaine forme de tolérance sur des attitudes qui, dans un autre temps, auraient été considérées comme du harcèlement? C'est une bonne question, là. J'essaie de voir, tu sais, c'est sûr que, dans le fond, oui, il y a de la distance sociale, mais le travail demeure le même, OK? Alors, il faut quand même travailler. Alors, la collaboration qui était à l'époque doit demeurer une collaboration malgré la distanciation. Alors, si la personne ne répond pas aux questions, c'est pas parce que tu travailles de la maison que ça te dispense de la politesse élémentaire que de répondre aux collègues. Tu sais, si le fait de pas répondre l'empêche de faire son travail, ben c'est bloquant, là, tu sais. Alors, tu sais, fait que la distanciation, tu sais, selon moi, ça a peu d'importance dans le contexte où faut continuer de collaborer ensemble, là, tu sais. Bien sûr. Alors, tu sais, ça ne justifie en rien de ne pas répondre aux questions parce que on est distancié de façon physique, là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Bon. Valentine demande comment faire lorsqu'un agent de la DRH dénonce des faits de harcèlement contre un de ses collègues par rapport au dossier individuel. Et elle met entre parenthèses accès à tous les agents de la DRH. Est-ce que comment est-ce qu'on fait en fait? Voilà, la question c'est comment on gère ça? Ben, si c'est la DRH, ben, je suppose que dans le contexte, c'est que la DRH, elle est responsable de l'application de la politique de harcèlement, je suppose. Mais oui. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que quand on a une politique de harcèlement, il faut toujours avoir une autre personne à qui on peut porter plainte. OK? Parce que si tu sais, si on reçoit les plaintes et qu'on est victime de harcèlement ou qu'on est harceleur, ben ça fonctionne pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir deux personnes. Alors, s'il y a une personne qui est impliquée, ben l'autre personne peut recevoir la plainte. Puis c'est pour ça aussi qu'on peut porter plainte à l'interne, mais on peut aussi porter plainte à la commission des normes du travail. Alors, c'est une autre option. Alors, dans un cas comme ça, où vous voyez que le processus est en quelque sorte biaisé parce que la personne qui reçoit les plaintes fait ou subit du harcèlement, alors il faut porter plainte aux normes du travail. Comme ça, ça va être traité de façon objective.
En France, on n'a pas cette commission des normes du travail. Enfin, Ah, on a le tribunal des prud'hommes qui probablement est sensiblement la même chose. similaire. Simplement, en France, le harcèlement ne relève pas du code du travail, mais du code pénal. Ah, Et OK, il OK, OK. faut faire un dépôt de plainte, pour le coup, en gendarmerie, etc. Et OK, OK. on peut dénoncer les faits de harcèlement dans l'entreprise, mais ça ne peut pas être qualifié de harcèlement parce que personne d'autre qu'un juge peut dire que c'était du harcèlement. Donc on peut OK. dire on subit telles attitudes, telles actions, Mhm, etc. Et si on veut que ça soit du harcèlement, il faut passer un dépôt de plainte et passer au tribunal. mhm. D'ailleurs, sur cette question, OK. j'avais fait avec une avocate française un webinaire aussi, comme avec vous, sur le harcèlement et la rupture du contrat de travail, et Mhm. qui est disponible sur la chaîne YouTube, et à parler justement de ces OK. éléments-là sur le code du travail français. Comment un représentant du personnel, le référent HS et agissement sexiste doit agir quand c'est le directeur ou la directrice de l'entreprise qui harcèle une secrétaire? Comment on Euh, fait pour agir lorsque c'est le directeur qui harcèle en fait les subalternes? Ben ça arrive, tu sais, le directeur est chapeauté par quelqu'un d'autre. Alors, tu sais, c'est son supérieur qui doit le rappeler à l'ordre. Tu sais, puis Et c'est si c'est pas juste l'employeur? une. Et Mais si si, c'est l'employeur, s'il n'y a pas il y a pas de supérieur, imaginons une entreprise de 30 salariés et c'est le patron qui commet du harcèlement. ben en fait, si c'est, tu sais, si c'est le patron, le Mmh. président qui fait du harcèlement, eh ben normalement, il y aurait quelqu'un aux ressources humaines qui pourrait recevoir la plainte. OK? D'accord. Et là, quand la personne reçoit la plainte, moi, je suggérerais de prendre un enquêteur externe pour aller enquêter de façon neutre et impartiale. Parce que la Mmh. directrice en ressources humaines, elle se rapporte à son patron. Alors, tu sais, elle est comme un peu en conflit d'intérêts. Lui, il va lui dire, ben non, je fais pas du harcèlement. Alors, tu sais, t'es mon employé, si tu veux pas être dans le trouble, t'as intérêt à dire que je fais pas du harcèlement. Alors, c'est là l'importance de faire appel à un enquêteur neutre. Est-ce qu'il va vouloir payer pour une enquête quand c'est lui qui fait du harcèlement? Peut-être pas. C'est pour Mmh. ça qu'il y a la commission des normes du travail. Alors, dans ce cas-là, ça serait recommandé d'aller à l'externe pour porter plainte et pouvoir régler la situation. Mmh. Il y a une question qui est posée, qui est intéressante là, parce que c'est des situations qu'on a pu observer assez souvent, et ça paraît pas forcément être du harcèlement, et on voudrait avoir votre avis justement. Dans une équipe, le fait de ne pas parler avec une collègue qui partage notre bureau, et pas pendant un an en fait, et de lui reprocher sa différence culturelle, est-ce que c'est du harcèlement ou pas? Oui, dans la notion où, tu sais, on a parlé, la notion de définition de harcèlement, Oui, c'est aussi la Charte des droits et libertés de la personne. On ne peut pas discriminer quelqu'un sur son origine ethnique. OK? oui. Alors, c'est de la discrimination. Hmm. Donc il Et faudra c'est encore, de la discrimination et ça devient du harcèlement. Hmm. mais il faudrait prouver peut-être que Ben, il faut on ne parle prouver. pas on ne parle pas à la personne parce que c'est pour de la discrimination, parce que en fait, le fait de ne pas parler à quelqu'un, à un collègue de bureau, on imagine un bureau où il y a 8 personnes, on ne parle pas à quelqu'un. Est-ce que c'est considéré comme du harcèlement? C'est un Ben, comportement c'est que là, aussi. il faut le démontrer. Est-ce que c'est parce que tu sais, on parle pas toujours à tout le monde au Mais travail non oui. plus. Faut démontrer que c'est une personne normale dans cette situation-là. Est-ce que se sentirait harcelé? Parce que si c'est juste pas parler parce qu'ils ont rien à se dire et qu'ils n'ont pas à Hmm. collaborer ensemble, ça serait pas nécessairement du harcèlement. T'sais, Ça, alors, faut voir, est-ce que la personne, ben, ignorer quelqu'un, ça peut constituer du harcèlement, mais chaque cas est unique. C'est pour ça que c'est complexe. Alors, il faut étudier la situation puis voir est-ce qu'il y a des preuves, est-ce que les gens autour, comment ils réagissent, est-ce qu'ils voient, ce qu'ils voient, est-ce que ça constitue du harcèlement ou non. Alors, il faut regarder avec la définition, puis il faut voir le cas de façon plus précise, mais ben, moi, ce que je ferais dans un cas comme ça, c'est que j'essaierais d'engager le dialogue. Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont rien à dire? Est-ce qu'ils n'ont aucun point commun? Ils n'ont rien à faire ensemble? Ça peut être légitime qu'ils se parlent pas, tu sais. Des fois, c'est dans ouais. la perception. Elle me parle pas parce que j'ai une origine différente, mais la raison peut être autre. Alors, moi, j'irais creuser dans cette situation-là, ben, dans le sens où j'irais explorer davantage, poser des questions. Alors, tu sais, avant de conclure que c'est du harcèlement, faut
poser beaucoup de questions et pour comprendre, là, tu sais. Alors, en posant la question, on peut découvrir la vraie raison pourquoi ils se parlent pas, là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Il y a une... En fait, ce fait d'ignorer quelqu'un, ça entre dans les comportements hostiles qui peuvent devenir du harcèlement. C'est ça. Il y a une question de Mathieu qui me dit comment un collègue peut agir s'il relève une situation de harcèlement sur une autre collègue, que cette collègue qui subit le harcèlement ne reconnaît pas le problème et elle ne veut rien faire. Et c'est quelque chose que j'ai vu en fait en septembre. Je faisais une formation sur la prévention du harcèlement dans un grand groupe et les représentants qui étaient là, qui étaient responsables de la prévention des risques psychosociaux, avaient justement ce discours-là. Finalement, si votre supérieur vous envoie des mails le soir tard, vous envoie des mails le samedi, le dimanche, etc., si vous, ça vous gêne pas, il n'y a pas de problème. Si les éléments qu'on subit, le harcèlement qu'on subit ne nous atteint pas, que ça reste quand même du harcèlement ou est-ce que ça n'en est pas et qu'est-ce qu'on peut faire? OK, ben là, je sais que vous avez le droit à la déconnexion. En tout cas, ça, je sais pas trop, là, tu sais. Nous, on n'a pas cette notion-là. Alors, nous, on est tout le temps connectés, là, tu sais. Bon. Mais c'est là où la personne raisonnable entre en ligne de compte, OK? Tu sais, si, par exemple, tu sais, je t'envoyais, Sébastien, des messages, tu sais, les soirs, la fin de semaine, mais que je te demande pas de répondre immédiatement. Ça peut être juste qu'il a pensé à ça, puis il envoie le message pour être sûr de pas oublier. Tu sais, est-ce que c'est ça la notion ou pas? Alors, il faut investiguer davantage. Tu sais. Si la personne exige 24 heures sur 24 d'avoir des réponses à toutes ces questions en temps réel, c'est abusif. Là. On s'entend que c'est pas acceptable comme comportement. Alors, faut creuser c'est quoi la situation, puis voir comment on peut régler la situation. Parce que c'est de l'ingérence dans la vie personnelle. À un moment donné, la personne a le droit de se reposer et de dormir, manger. Tu sais, une personne, tu sais, c'est un cas d'abus, là. Tu sais, ça me semble pas raisonnable. Alors, fait que il y a matière à intervenir. Mais avant de dire que c'est du harcèlement, ben il faut questionner. Tu sais, quand tu m'envoies un message, est-ce que tu t'attends une réponse? Moi, je peux pas. Tu sais, j'ai besoin de me reposer, tu sais, je suis payé 40 heures semaine, tu sais, alors je donne déjà beaucoup, tu sais, est-ce que je suis payé en temps supplémentaire si je réponds, tu sais, alors il y a plein de questions avant de conclure que c'est du harcèlement, mais bon, faut aller investiguer plus en profondeur, là. Sur la question de l'effet nocif continu, je me demandais comment est-ce que cela s'évalue et puis qui peut l'évaluer? Est-ce qu'on fait appel à un psychologue du travail, à un médecin du travail Ben, quand on parle de preuve, c'est une excellente preuve, OK? Tu sais, si vous allez voir le médecin et que vous n'arrivez plus à dormir, vous mangez à peine, tu sais, vous êtes une pâle image de vous-même et que, tu sais, les gens vous reconnaissent plus. Alors, tu sais, si les collègues autour viennent dire oh, on la reconnaît plus, Danielle, elle est pas comme ça d'habitude, elle sourit plus, elle s'isole. Le témoignage des collègues peut constituer une preuve. Le billet de médecin peut constituer une preuve aussi. Tu sais, que, tu sais, si elle est en burn-out, elle est en arrêt de travail pour cause d'épuisement professionnel. Alors, ça peut constituer une preuve aussi, tu sais. Alors, mais il faut faire attention parce que le billet de médecin, est-ce qu'elle est en épuisement ou en dépression par rapport au travail ou est-ce que c'est son mari qui vient de la laisser et tu sais, c'est tout ça qu'il faut déterminer aussi, là, tu sais. Justement, est-ce que le médecin du travail ou le psychologue du travail peut intervenir dans l'évaluation? Ben, en fait, faut il va donner son diagnostic, OK? Mais, tu sais, de là à intervenir, c'est autre chose. Tu sais, dans une enquête, on va avoir le billet de médecin, c'est une chose, mais il faut analyser la preuve autour si c'est du harcèlement, OK? Mais le billet du médecin, c'est un élément de preuve parmi l'ensemble de la preuve et on y va par prépondérance de la preuve, OK? Alors, est-ce que c'est plausible que ce soit du harcèlement psychologique? Alors, on évalue l'ensemble des éléments de la preuve pour conclure si c'est du harcèlement ou pas. D'accord. Et c'est toujours le plaignant qui doit apporter les éléments de preuve? Ben, le plaignant et le mis en cause. Faut pas oublier que la plainte est parfois pas fondée. Alors, tu sais, j'ai fait une enquête il y a pas si longtemps où c'est la plaignante qui harcelait.
OK? Alors, c'était une plainte abusive, là. OK? Alors, tu sais, fait que le mis en cause, faut qu'il se défende, faut qu'il réponde aux allégations. Alors, quand il est accusé injustement, alors, tu sais, c'est le mis en cause qui m'a donné la plus grande preuve. Il m'a donné un ensemble de textos extraordinaires, là, tu sais, pour que moi, je puisse comprendre la situation et avoir une preuve crédible qui permet de déterminer que c'était la plaignante qui était la harceleuse dans ce cas-là. Bien sûr, oui. Oui, ça arrive, effectivement. C'est ça. Il y a Jean-Noël qui demande, il dit en fait, il pense qu'en France, il y a une notion de harcèlement systémique, c'est-à-dire que l'organisation du travail, l'entreprise peut générer des situations de harcèlement sans que ça soit une personne en particulier. Qu'en est-il au Québec? Ça peut arriver, parce que quand je fais une enquête, par exemple, OK, je m'assure d'évaluer ça, il y a une très bonne vidéo sur le site de la Commission des normes du travail. Il y en a une vidéo là-dessus, justement. Alors, la définition des tâches peut être ambiguë et ça peut contribuer à ce que ce soit perçu comme du harcèlement. OK? Alors, tu sais, il y avait, par exemple, une employée qui produisait un livrable pour son collègue et en fait, c'était incomplet parce que le description de tâche était incomplète. Fait qu'elle livrait un produit incomplet, puis là, ben, il chialait parce qu'il disait, ben là, chialer, nous, c'est rouspéter, là, tu sais, c'est, en tout cas, argumenter. Le langage est un peu différent. En France. Oui, c'est pour ça que je me suis rendu compte, puis j'ai traduit tout d'un coup. Alors, tu sais, en fait, le collègue était pas d'accord parce qu'il disait, oui, mais tu sais, moi, je suis obligée de faire son travail, ça n'a pas de bon sens. Et tu sais, ils se sont plaints. Et en fait, finalement, c'était pas un problème de harcèlement psychologique, c'était un problème structurel. Alors, fallait le gestionnaire a rencontré individuellement les deux employés, redéfini les tâches. Alors, le collègue a formé la personne pour qu'elle puisse fournir un livrable complet pour que lui puisse travailler à partir du livrable qui est maintenant complet. Puis la situation s'est réglée, ils sont revenus dans l'harmonie. Alors, tu sais, fait que oui, il peut y avoir des problèmes de structure qui créent des problématiques. Alors, tu sais, fait que dans ce cas-là, c'est une vidéo qui est disponible sur le site des normes du travail. Alors, tu sais, ça explique la situation. Puis non, c'est pas du harcèlement. Alors, c'est un problème d'organisation du travail qu'on doit évaluer et corriger la source du problème. Ouais, d'accord. J'aimerais revenir un instant sur la notion de personne raisonnable. Oui. Parce que c'est quand même assez souple comme notion de personne raisonnable. C'est assez subjectif. Et il y a Mathieu qui dit, finalement, ce qui compte, c'est le ressenti de l'employé. Au-delà du ressenti de l'employé, il y a des faits quand même. Non, c'est pas on se base pas sur le ressenti de l'employé, OK? On va en tenir compte, OK? Tu sais, si la personne, tu sais, elle pleure constamment, qu'elle dort plus, tu sais, qu'elle est vraiment pas bien, on va écouter dans l'ensemble de la preuve le ressenti de la personne. Mais c'est pas là-dessus qu'on se base. C'est que si moi, par exemple, j'étais dans la même situation, est-ce que ça me mettrait dans cet état-là? Est-ce que on prenait, toi, Sébastien, dans cette même situation-là, est-ce que toi, tu te sentirais harcelé? Si la personne raisonnable, c'est plus la notion de dire, est-ce que cette personne-là est hyper sensible ou pas assez sensible? C'est ça qu'il faut distinguer. Il faut distinguer les extrêmes. Alors, est-ce que c'est raisonnable de penser que c'est du harcèlement dans ce contexte-là? Alors, c'est ça qu'on doit déterminer. Okay? D'autant que la question de l'atteinte sur la personne, donc la souffrance qu'elle en éprouve, ce n'est qu'un critère parmi les autres. C'est ça. Alors, tu sais, c'est hostile non désiré. Alors, tu sais, c'est qu'elle se sent pas bien, là. Tu sais, c'est désagréable, là. Puis le milieu de travail néfaste. Alors, tu sais, c'est toutes les notions de la définition de harcèlement. C'est les 5 critères encore qu'on doit déterminer. Est-ce que les 5 critères sont présents? Si oui, on peut déterminer que c'est du harcèlement. Voilà. Ça, c'est effectivement. Et puis, à côté de ça, la question, c'est finalement une personne qui subirait des actions de harcèlement caractérisées et qui n'en souffrirait pas. Ça arrive. Oui. Est-ce qu'on doit quand même intervenir ou faire intervenir la hiérarchie pour que cela cesse?
Ben oui, parce que la personne a beau dire ça le dérange pas, mais tu sais, il y en a qui disent ah moi ça me dérange pas, mais est-ce qu'il va pleurer à la maison Mm, le soir? Tu sais, mm, on le sait pas. Des fois, les gens ils disent ouais, moi ça me dérange pas, tu sais, je suis immunisé, mais est-ce que la personne boit une bouteille de vin à tous les soirs pour mm. passer par-dessus ça? Des fois, les gens ont peur de porter plainte, ils osent pas. Alors, est-ce que c'est vraiment euh, que ça lui dérange pas? Mais d'où l'importance des témoins autour. On ne devrait pas tolérer un milieu de travail toxique. Alors, toute personne qui est témoin d'un acte harcelant a la responsabilité de contribuer à un milieu de travail sain. OK? Oui. Alors, moi, j'inviterais les gens qui sont témoins de harcèlement de le dire. Alors, c'est un signalement. Alors de dire, tu sais, moi je trouve ça inacceptable ce qui se passe. Alors, tu sais, il dit que ça lui dérange pas, mais ça dérange les témoins. Mm, C'est inacceptable pour les témoins de voir des comportements comme ça. Alors, tu sais, de voir que un comportement inacceptable est toléré envers un collègue, qu'est-ce qui dit que le lendemain ça va pas être moi qui va être visé? oui, tout OK? à fait, oui. Ouais. Mm. Est-ce qu'il existe des circonstances atténuantes? Est-ce que, par exemple, la période de Covid, avec le stress que ça peut générer, comme vous disiez tout à l'heure, finalement, le N+1 qui a l'habitude de contrôler contrôle encore plus parce que les salariés sont en télétravail. Est-ce que ça peut être des circonstances atténuantes ou pas? Ben pas vraiment. Tu sais, si la personne n'est pas outillée pour faire de la supervision à distance, il y a énormément de formations qui sont offertes en ce moment en contexte de COVID, Mm, justement pour outiller les gestionnaires. Puis il y a plein de formations gratuites en ce moment. Alors c'est pas une excuse. OK? Si la personne n'est mm, pas habile à gérer en temps de COVID, ben il faut former cette personne-là pour la rendre plus habile. C'est pas une mm. excuse. Mm. Oui, tout à Et fait, nous, oui, on oui. a eu des subventions, juste à titre d'information, c'est le PACME, PACME. Alors, on a eu 150 millions de dollars en formation qui ont été offertes justement pour aider les entreprises en temps de COVID à surmonter les difficultés liées à la COVID. Alors, il n'y a pas d'excuse dans ce contexte-là. Oui, oui, tout à fait, Mm. oui. Je suis un peu dur hein, quand même, mais on peut en tenir compte. Tu sais, on en tient compte, mais c'est tout le temps la prépondérance de la preuve qui Bien va sûr. déterminer qu'est-ce qu'il y en est. Mm. Mhm. D'accord. Très bien. Il n'y a plus de questions Ah dans bon, la rubrique. d'accord. Oui, c'est très bien. Ah, Et on super. arrive en plus au moment où on est au temps imparti pour la session. Merci beaucoup, Ça fait Daniel, pour plaisir. cette Mm. présentation. Toutes ces questions. Ah, si une question arrive. Ah bon. Euh, c'est souvent comme ça. Ah non, c'est un remerciement. Ah, OK, bon, ben C'était dans la parfait, ben, rubrique ça fait questions. plaisir. Donc, très bien. Mm. Donc, merci beaucoup, hein, Daniel Gagnon, d'avoir fait Ah, cette ça me fait présentation, plaisir. répondu comme ça aux questions des participants. Et puis, on discutait tout à l'heure d'un autre sujet éventuellement qu'on pourrait traiter ensemble d'ici les semaines prochaines. Voilà. Parfait, ben ça va me faire plaisir. Ben merci beaucoup de m'avoir accueilli. J'ai trouvé ça super agréable puis de voir que tu sais le rayonnement là, tu sais moi Mm. il y a une petite neige en ce moment là au Québec. Alors tu sais je vois que tu sais c'est le fun de savoir qu'en France il fait plus chaud que chez nous là, tu Eh sais. oui. Alors Mm. bon, ben merci beaucoup, ça m'a fait plaisir et à la prochaine. Au revoir. Merci, Daniel. Au revoir. Au Mm. revoir.